Au cours de cette conférence, je vais traiter trois axes principaux. Le modulateur endocrinien, mythe ou réalité. Je vais parler des modulateurs endocriniens, donc mécanisme d'action, et des modulateurs endocriniens, détection et caractérisation de l'environnement tunisien. Puisque nous sommes dans une journée de l'environnement, nous voulons caractériser la présence ou l'absence de ces perturbateurs dans notre environnement tunisien. Donc, commençons par les modulateurs endocriniens mythe ou réalité. D'après la littérature, plusieurs observations ont montré que les xénoestrogènes, qui sont des substances capables d'interférer avec le récepteur des estrogènes, sont capables de provoquer chez les reptiles une diminution de la taille du pénis, donc une diminution de la maturation sexuelle, et ceci chez les alligators de l'Afrique aux États-Unis. Cela a été contaminé par des pesticides organochlorés. Autre observation a été mise en évidence chez les poissons, dans lequel une contamination par la dioxine qui est un xénoestrogène, il est capable de modifier le mécanisme reproducteur chez les poissons. Aussi chez les oiseaux, le coq de l'oie, qui a été contaminé par DDT, on remarque bien des crêtes 3 fois plus petites que les normaux. Au même l'OADN, donc les phoques chez les mammifères, la reproduction a diminué considérablement grâce à une contamination par des PCB. Chez la santé humaine, des observations ont montré que des troubles du système reproducteur, tels que la diminution de qualité du sperme, tels que la pétouquidie, l'hypospadia, le cancer du testicule, le cancer de la prostate, l'endométriose, le cancer du sein, tous des observations ont été provoquées chez la santé humaine. Des effets neurocomportementaux aussi de la thyroïde et des réponses allergiques du système immunitaire. Toutes ces observations, quelles que soient chez les animaux ou les végétaux, ont mis en place ce qu'on appelle le mécanisme ou bien la notion des modulateurs endocriniens ou bien des perturbateurs aussi endocriniens. Par définition, les premiers travaux ont été effectués par Carl en 1996, qui a défini ces perturbateurs endocriniens ou ces modulateurs comme étant des agents exogènes qui interfèrent avec la biosynthèse, la sécrétion, le transport, la liaison ou l'élimination des hormones naturelles dans l'organisme. Bien sûr, ces hormones sont responsables de maintenir l'homéostasie, la croissance, la reproduction et le développement. Récemment, une autre définition a été adoptée, plus générale, qui met en faveur qu'un modulateur endocrinien, c'est une substance qui possède des propriétés qui sont susceptibles de moduler la fonction endocrine d'un organisme sain. Les modulateurs endocriniens ou les perturbateurs endocriniens les plus connus actuellement dans l'environnement et les plus utilisés sont les xénoestrogènes. Peut-être parce que ce récepteur est plus exprimé au niveau de l'être humain, plus précisément au niveau de la femme, grâce à deux récepteurs alpha et bêta. Plusieurs xénoestrogènes ont été mis en évidence, tels que des estrogènes naturels, comme on connaît tous les hormones, l'estradiol et l'estriol, des polluants environnementaux, des polluants ou bien des molécules naturelles telles que des myco et des phytoestrogènes, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques. D'autres classes de perturbateurs endocriniens, plus précisément des xénoestrogènes, tels que des estrogènes synthétiques, comme l'éthénylestradiol, des plastifiants ou des surfactants, et des produits cosmétiques tels que les parabènes. Et donc des pesticides qui sont des produits
produits chimiques utilisés dans l'agriculture. Maintenant, je vais parler des mécanismes d'action des modulateurs endocriniens. Donc, ils possèdent un mécanisme d'action un peu compliqué. En effet, ces mécanismes d'action présentent une inhibition au niveau de la synthèse des hormones naturelles. Donc, une compétition vis-à-vis de la liaison aux protéines de transport, une inhibition du métabolisme cellulaire, compétition avec la liaison de l'hormone du récepteur nucléaire, et enfin, inhibition de la transcription de l'ADN. Pourquoi ces perturbateurs endocriniens ou ces modulateurs endocriniens constituent un effet potentiel pour la santé humaine? Tout simplement, si on voit l'organisation générale au niveau d'un être humain, l'homme par exemple, on voit bien que chez l'homme, quelle que soit la femme ou l'homme, que les récepteurs qui sont capables d'accueillir ces perturbateurs endocriniens sont très élargis au niveau de notre corps, à savoir au niveau des seins, au niveau du foie, au niveau des tracts gastro-intestinales, au niveau des organes productrices, etc. Donc, le mécanisme d'action des estrogènes, c'est un mécanisme, j'ai dit, qui est compliqué. Là, c'est un schéma récapitulatif dans lequel on montre que pour les xénoestrogènes, c'est-à-dire le récepteur des estrogènes, le mécanisme il est assez compliqué, dans lequel on distingue deux mécanismes. Un, dans lequel il met en faveur la liaison des substances ou bien des hormones au niveau des récepteurs qui se trouvent à l'intérieur du noyau, ce sont des récepteurs nucléaires. Ce sont des mécanismes génomiques. Par contre, un mécanisme non génomique qui peut mettre en évidence ces activités-là. Pour les mécanismes génomiques, on détecte trois sous-mécanismes, à savoir le mécanisme classique, comme vous le voyez dans le diapo, un mécanisme de l'élan indépendant et un mécanisme ERE indépendant. Maintenant, je vais passer pour parler des perturbateurs endocriniens au niveau de l'environnement tunisien. Comme nous connaissons tous que notre environnement est soumis à un certain type de pollution aquatique, marine et environnementale par diverses voies de contamination. La voie majeure, c'est une voie par les eaux usées à travers les stations d'épuration qui sont qui rejettent les effluents au niveau de l'eau de mer. Et c'est pour cette raison-là, on a choisi de travailler sur des stations d'épuration tunisiennes qui traitent une quantité énorme d'effluents usés. Pour cela, la technique d'échantillonnage et les modèles biologiques utilisés sont les suivants. Nous avons utilisé des modèles de cellules bioluminescentes, ce sont des lignées cellulaires cancéreuses. Je vous montre ici une lignée, c'est le cas de la lignée MEN, ici du cancer des seins. Cette lignée, elle exprime le gène rapporteur de la luciférase qui contrôle directement, elle est sous le contrôle directement du gène des estrogènes, ERE. C'est-à-dire que le propolyon, en pénétrant au niveau de la cellule, il va se fixer sur l'élément de réponse aux estrogènes qui active directement le gène rapporteur de la luciférase et le résultat se traduit par l'émission des photons, on peut les détecter par un immunomètre. La quantité de micropolluants qui ont été fixés au niveau des récepteurs, elle sera proportionnelle à la quantité des photons qu'on détecte. Et de cette façon-là, on peut mesurer l'activité estrogénique de différents échantillons ou de micropolluants qu'on possède. De toute façon, nous avons utilisé plusieurs lignées cellulaires, la lignée MEN pour le récepteur alpha des estrogènes. Nous avons utilisé notre lignée PALP pour le récepteur des androgènes. Nous avons utilisé une lignée HG5LN
lipocorticoïdes, pour les minéralocorticoïdes, etc. C'est-à-dire on a fait une batterie de lignées cellulaires qui sont capables de détecter l'activité endocrinienne de différents types d'hormones. Donc pour les échantillons environnementaux, nous avons mesuré ces activités dans trois types d'échantillons environnementaux complexes, donc issus de l'environnement tunisien, à savoir, j'ai dit au niveau des stations, on a utilisé les eaux usées, les matières en suspension et les sédiments. Donc ce sont les trois matrices environnementales qui sont rejetées dans l'environnement et qui peuvent causer des perturbations environnementales des organismes vivants, à savoir la phytoplancton et la zooplancton. Donc l'extraction des eaux a été effectuée selon cette méthode-là, le prélèvement, une filtration sur GFC. Nous avons procédé à une extraction liquide sur des cartouches C18. Cette extraction nous a permis de concentrer les micropolluants dans un volume plus petit. Pourquoi? Tout simplement, comme vous le connaissez tous, chaque technique, chaque appareil possède une limite de détection. Il pourrait que les micropolluants existants dans nos échantillons, ils sont présents, mais de telle façon que leur quantité ou leur concentration est infiniment petite que notre technique est incapable de la détecter. Donc c'est pour cette raison-là, on a voulu concentrer les micropolluants d'un litre d'eau, par exemple, vers 1 millilitre. Donc de cette façon-là, on augmente les chances pour que nous soyons capables de détecter ces micropolluants et leur activité. Donc l'émission a été effectuée par méthanon à l'hexane et après nous avons procédé sur la culture cellulaire pour doser les différentes activités, quelles que soient stéroïdiennes, donc les estrogènes, les androgènes, progestérone, glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes. Et nous avons mesuré d'autres types d'activités xénobiotiques qui est plus compliqué, à savoir le PXR pour les glandes X-récepteurs et AHR pour le récepteur de la dioxyde avec l'hydrocarbone récepteur. Au niveau des stations ou bien des steppes tunisiennes, donc nous avons choisi trois steppes du littoral tunisien. Donc, allant du site vers le nord, donc un site A, industriel général, donc industrie générale, donc il s'agit de la steppe de Sfax. Puis industrie textile, il s'agit donc de la steppe donc sous site et une autre steppe touristique sous nord. Nous avons donc fait l'échantillonnage au niveau des trois steppes, donc les matières en suspension, les eaux usées et les boues ou bien les sédiments. Donc les sites de prélèvement au niveau de chaque steppe a été effectué donc en entrée donc de la station d'épuration, c'est-à-dire avant le traitement par la station pour voir l'efficacité du traitement en termes de modulateur endocrinien. Puis donc à la sortie de chaque step pour voir aussi est-ce qu'on a pu éliminer ces micropolluants. Les matières en suspension ont été prélevées en entrée, puisque l'entrée possède la plus grande quantité de matières en suspension, et les bouts ont été donc obtenus à la fin du traitement. Voilà, comme vous le voyez, à la fin du traitement, on a pu obtenir les bouts. Pour ces dosages, nous avons bien sûr procédé de manière à avoir des ligand de référence pour chaque activité-là. Il faut que nous avons un ligand qui donne une activité 100% pour chaque activité. Je vous montre ici un exemple, tel que l'estradiol pour l'activité estrogénique. Comme vous le voyez, il s'agit d'une courbe de dose-réponse dans laquelle on atteint une activité agoniste totale qui va vers 100%. Et pour l'activité PXR, nous avons utilisé la rifampicine, c'est un antibiotique qui donne aussi une activité ligand dépendante vis-à-vis ce récepteur. Les résultats obtenus pour notre étude, pour l'activité estrogénique, cette étude a été effectuée au départ que pour le site A et B comme étant une étude préliminaire. Nous avons donc échantillonné les eaux en entrée et en sortie du
site A, Sfax, et du site B, sous donc Nord. Et on a mesuré l'activité estrogénique au niveau de ces sites-là. Et on a montré que les entrées des deux stations possèdent une forte activité estrogénique, donc en termes de xénobiotiques estrogéniques. Cette concentration a été détectée au niveau de la sortie du site A et n'a pas été détectée au niveau du site B. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'efficacité du traitement en termes, je dis toujours en termes de micropolluants environnementaux xénoestrogènes, elle est efficace au niveau elle est non efficace au niveau du site A, puisque le pourcentage c'est 26%, alors que le pourcentage est beaucoup plus élevé au niveau du site B, puisqu'on n'a pas pu détecter l'activité à la sortie. Cela ne veut pas dire que les micropolluants sont absents. Toujours, je dis peut-être donc que la limite de détection de l'appareil est donc inférieure à la concentration de les échantillons. Donc cette étude préliminaire nous a encouragé à continuer le travail sur les trois sites A, B, C en même temps. Et donc on a refait donc, le dosage de xénoestrogène des eaux, des matières en suspension et des sédiments de trois sites, mais maintenant c'est seulement à l'entrée, parce que la sortie c'est pas quelque chose de sûr que j'obtiens une activité. Vous allez poser la question pourquoi la sortie, c'est tout simplement parce qu'il faut connaître tout d'abord est-ce qu'il existe au niveau de la station des perturbateurs endocriniens ou non, avant d'aller vers la sortie. Donc effectivement, comme vous le voyez ici, grâce à ces courbes d'autres-réponses, on a montré que les trois sites A, B et C sont chargés par les xénoestrogènes au niveau des eaux usées, qui est exprimé en équivalent estradiol litre par litre d'eau. Aussi, pour les matières en suspension et les éboues, on a pu détecter une concentration des xénoestrogènes qui est exprimée en nanogrammes équivalent estradiol. Pour l'activité estrogénique, nous avons voulu caractériser les xénoestrogènes présents, c'est-à-dire de quelle nature sont-ils. C'est pour cette raison-là qu'on possédait donc le récepteur ER-alpha des estrogènes qui a été purifié dans le laboratoire. Grâce donc à des expériences de compétition en solution, donc ligand récepteur, donc nous avons montré qu'au niveau des eaux, il y a une forte inhibition. Cela montre bien que les xénoestrogènes qui sont présents dans les eaux usées sont de forte affinité vis-à-vis du récepteur ER-alpha. Donc, grosso modo, il s'agit surtout des hormones naturelles qui sont rejetées par la sécrétion humaine, par les médicaments, etc. Par contre, au niveau des matières en suspension et au niveau des sédiments, on a montré que l'inhibition est partielle, qui n'atteint pas 75%. Donc, on peut dire que les xénoestrogènes dans les sédiments et les éboues sont de faible affinité vis-à-vis du récepteur des estrogènes. Donc, cela nous a permis de dire que les xénoestrogènes qui sont présents dans l'eau ne sont pas les mêmes, donc à un certain pourcentage, que les xénoestrogènes qui sont présents dans les boues et dans les sédiments. D'accord? Donc, les eaux sont chargées des xénoestrogènes de forte affinité, par contre, les matières en suspension et les sédiments sont de faible affinité. Par la suite, nous avons voulu caractériser l'activité androgénique et au niveau des trois sites, on a montré que les eaux sont chargées par des androgènes, mais à de très faibles doses. C'est pour cette raison-là les courbes ne dépassent pas 50% par un pourcentage d'activation. Par contre, au niveau des boues et des matières en suspension, l'activité androgénique est absente. On peut expliquer que l'activité androgénique est due surtout par la suppression des hormones stéroïdiennes, la testostérone, par les hommes qui sont rejetées dans les stations d'épuration. Et c'est pour cette raison-là, cette hormone-là est bien soluble dans les eaux, on ne la trouve pas au niveau des boues et au niveau des matières en suspension. Par contre, pour l'activité des minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes et progestatifs, elle est totalement absente
dans les boues, dans les matières en suspension et dans les eaux. Par la suite, nous avons voulu caractériser l'activité PXR, prégnant X récepteur, dans les trois sites. Et comme vous le voyez ici, on a montré que l'activité elle est existante, mais elle est beaucoup plus forte au niveau des matières en suspension, au niveau des sédiments. Elle est moins importante au niveau des eaux. Donc on peut dire que l'activité stéroïdienne elle est plus abondante au niveau des eaux. Par contre, l'activité xénobiotique de type PXR, et c'est le même résultat obtenu par le récepteur de la dioxine, elle est fortement focalisée au niveau des matières en suspension et au niveau des sédiments. Donc, parce que l'activité dioxine elle est probablement due au PCB, au HAP, qui sont plutôt présentent une adhérence forte avec les matières en suspension et les boues, mieux que les autres, qui ne sont pas solubles dans les eaux. Nous avons par la suite voulu caractériser l'activité dioxine au niveau du site A. Pourquoi le site A? Parce que c'est le site d'après nos résultats le plus dangereux. Donc, c'est-à-dire Sfax, c'est la région la plus dangereuse en termes de micropolluants environnementaux, vu les tests qu'on a obtenus. C'est pour cela on a utilisé 3 éléments de référence pour l'activité AHR, à savoir la dioxine, le 3MC et le BAP. Ce sont 3 produits de référence de l'activité dioxine, mais la différence entre ces 3 produits, c'est que la dioxine, à part, le 3MC et le BAP à part, ne se comportent pas de la même façon après une incubation pendant 8 heures et 24 heures. C'est-à-dire qu'ils se comportent d'une manière inverse. C'est pour cette raison-là que nous avons réalisé l'expérience à 2 temps différents, 8 heures d'incubation et 24 heures d'incubation. Et nous avons aussi testé nos ligands, les eaux, les matières en suspension et les sédiments dans ces mêmes conditions. Et on a montré que les échantillons environnementaux se comportent après 8 heures et 24 heures, donc de la même façon que le 3MC et le BAP et non pas de la dioxine. Dans ce cas-là, on peut dire que les xénobiotiques présents dans les échantillons environnementaux sont de type 3MC BAP et non pas de type dioxine. Et donc, Dieu merci, parce que la dioxine, c'est une substance qui est beaucoup plus dangereuse, qui présente un temps de vie de 7 ans. D'accord? Donc, merci pour que, au niveau de cette contamination. Cette étude-là nous a encouragé à continuer à chercher d'autres matrices environnementales qui causent un danger pour les littoraux tunisiens. Et nous avons choisi de travailler cette fois-ci sur des échantillons environnementaux à partir de Oued Handour. Oued Handour, donc, il existe entre le gouvernorat de Monastir et Sousse. C'est une oued qui reçoit donc une contamination environnementale ou bien des effluents de type textile, et c'est pour cette raison-là, donc elle rejette ces effluents directement dans l'eau, dans la mer Méditerranéenne. C'est pour cette raison-là nous avons voulu donc, travailler sur ces échantillons environnementaux. De la même façon, donc, on a prélevé au niveau de Oued Handour, donc il reçoit des rejets de l'industrie textile. Donc on a fait un prélèvement avant le site de rejet et un prélèvement après le site de rejet pour comparer si le site de rejet textile influe sur donc, la qualité des eaux. Donc les résultats obtenus montrent qu'au niveau donc, des eaux, que l'activité estrogénique après le site de prélèvement est beaucoup plus supérieure que l'activité estrogénique avant le site de rejet. Ça montre bien la contribution des effluents textiles dans l'augmentation de l'activité estrogénique au niveau de cette oued-là. De la même façon, nous avons voulu caractériser l'activité estrogénique au niveau de ces échantillons du oued. On a réalisé la même expérience de tout à l'heure, c'est-à-dire par la capture en solution grâce aux récepteurs des estrogènes. Ici, on a montré que les sédiments présentent des xénoestrogènes de faible affinité, puisque le pourcentage d'inhibition n'atteint pas plus
plus que 75%. Par contre, pour les eaux, on ne peut pas tirer une conclusion bien précise. Pour la simple raison, parce que l'activité de départ de notre eau ne dépasse pas 50%. Donc 50% de départ et j'arrive à peu près à 40%, je ne peux pas dire que le pourcentage de l'émission est important. Donc ici, je ne peux pas conclure si les eaux renferment des xénoestrogènes de bonne affinité ou bien de mauvaise affinité vis-à-vis du récepteur. C'est pour cette raison-là, nous avons donc effectué l'identification de certains xénoestrogènes par HPLC IV. Là, on a montré que les eaux contiennent de l'estrone E1. Par contre, les sédiments contiennent une faible quantité d'estériol et d'estradiol. D'accord? Vous allez me poser la question, donc pourquoi les sédiments contiennent des hormones naturelles, l'estradiol et l'estériol? Tout simplement parce que on ne peut pas empêcher que ces hormones-là sont existantes au niveau des sédiments. Ici, j'ai fait une HPLC qualitative, c'est pas quantitative. C'est-à-dire j'ai montré l'existence ou l'absence des hormones. Je n'ai pas pu aller plus loin parce que cette technique-là, elle est compliquée et devrait posséder d'autres références. Et c'est le cas. Donc, ce n'est pas dans notre cas. Okay. Donc, nous avons aussi déterminé l'activité AHR comme tout à l'heure et l'activité androgénique comme tout à l'heure, elle est très faible au niveau des eaux et des sédiments. Par contre, l'activité PXR, on a montré que cette activité, comme le cas aussi que l'activité dioxyde, elle est forte au niveau des sédiments après le cycle de rejet, elle est très faible au niveau des eaux et elle est très faible dans le sédiment avant le cycle de rejet. Ça montre bien la contribution des effluents textiles aussi pour l'augmentation de cette activité, PXR et AHR, au niveau de l'environnement tunisien. Puisque j'ai parlé donc, de Wethangoum qui reçoit donc, des déchets environnementaux de type textile, on a posé la question pourquoi on ne teste pas les colorants textiles bruts. C'est-à-dire, puisqu'on a en Tunisie, et surtout dans le Sahel tunisien, une forte donc, activité textile, on a posé la question pourquoi ne pas utiliser des colorants textiles et chercher s'ils sont capables d'activer les récepteurs donc endocriniens ou pas. C'est effectivement ce que nous avons donc effectué. Nous avons pu obtenir 23 colorants ici de l'industrie textile que nous avons mesuré leur activité estrogénique au départ. Et nous avons montré que sur ces 23, il y en a 3 qui possèdent une activité estrogénique agoniste. Par contre, il existe 4 qui possèdent une activité antagoniste vis-à-vis du récepteur des estrogènes. Et nous avons vérifié ceci par l'utilisation d'autres effluents ici d'une industrie textile pure et dure, et nous avons montré que cet effluent-là possède une activité antagoniste et agoniste en même temps. Donc, en perspective, je peux dire que la capture et la purification des modulateurs endocriniens par des récepteurs spécifiques recombinants correspond au PXR et AHR et de récepteurs, donc constitue un but principal. Pourquoi? Parce que, à mon point de vue, je pense que PXR et AHR, ce sont des récepteurs qui sont mal connus et que leurs ligands sont pas identifiés d'une manière efficace. Donc, il est essentiel de mettre mise en point des méthodes analytiques GCMS, LCMS pour identifier ces modulateurs endocriniens dans l'environnement. Il est intéressant d'augmenter le nombre de stations d'épuration en Tunisie afin d'élargir notre gamme d'échantillonnage. Et faire des échantillonnages des eaux usées, des matériaux en suspension et des sédiments pour des processus de traitement. C'est-à-dire au niveau de la steppe, on prélève dans chaque type de traitement un échantillon. C'est-à-dire qu'on va faire un échantillonnage au cours du traitement
Donc, nous pouvons aussi appliquer cette batterie d'outils de détection pour le dosage de l'activité hormonale maintenant au niveau donc, des produits textiles, des produits synthétiques, j'ai parlé des colorants textiles, mais maintenant on peut aller plus loin pour tester ce qu'on appelle les produits cosmétiques comme les parabènes. On utilise beaucoup de produits cosmétiques, beaucoup de produits parapharmaceutiques, etc. C'est intéressant de les doser. Ou bien on peut doser carrément des échantillons biologiques tels que les sérums ou bien les graisses. On peut faire ça chez les poissons, actuellement dans l'eau de mer, qui vit dans l'eau de mer. On prend des échantillons des poissons carrément et on détecte la présence ou l'absence de ces micropolluants afin de voir si nous sommes en train de consommer quelque chose de sain ou bien nous sommes en train de consommer quelque chose de contaminé. D'accord? Et je vous remercie pour votre attention. Très intéressant. Donc, j'invite l'assistance s'il y a des questions. Sur le test moléculaire que vous faites avec le récepteur recombinant, c'est une molécule que vous produisez, que vous purifiez. Et à quelle distance vous seriez pour permettre aux industriels d'avoir accès en routine à ce type de test pour qu'ils puissent vérifier la qualité eux-mêmes, la qualité de leurs effluents? Effectués, bien, qui ont été transférés par le gène rapporteur de la luciferase. D'accord? Donc, cette transformation a été effectuée dans le laboratoire, donc à Montpellier. Et cette transfection, elle est stable. Donc, l'industriel, soit qu'il possède les lignées cellulaires, qu'il fait le test donc, quotidiennement chez lui, ou bien il fait donc une certaine convention avec un laboratoire qui est spécialisé dans ce domaine, afin qu'il fait les analyses d'une manière continue. Et ça, ce qui se passe actuellement dans le laboratoire où ces lignées ont été effectuées, ils sont en train donc, de travailler ou de faire des collaborations avec des industriels, surtout les industriels pharmaceutiques, dans lesquels ils sont en train de tester leurs médicaments avant de le mettre sur le marché en termes d'interférence avec les récepteurs. Donc une boîte pharmaceutique qui développe un nouveau médicament, avant de le mettre sur le marché, donc elle donne les échantillons à ces laboratoires, ils font les tests pour qu'ils donnent donc, une idée s'ils sont capables d'activer certains récepteurs ou non. Okay. Le récepteur, donc ça c'est vous ajoutez le récepteur pur. Non, c'est pas en fonction de la concentration molaire du récepteur, c'est en fonction de la concentration molaire de la substance, du ligand. On peut voir le. Ouais. Non, faites un peu avant, s'il vous plaît. En haut? Non, une diapo avant. Avant? Encore? Encore. Voilà, hop, quand vous mettez dans recombinante ER, concentration nanomolaire, là c'est bien le récepteur pur qu'il a ajouté. Oui. Ici, nous avons fixé une concentration bien définie de la solution. C'est-à-dire, on ne va pas faire des concentrations croissantes de ligands. Ici, on va fixer la concentration du ligand à une concentration qui donne un pourcentage d'activation, par exemple 50%. Ici, il faut avoir deux paramètres. Il faut avoir un seul paramètre qui est variable. Il ne faut pas avoir deux paramètres variables. Soit que je varie donc la concentration du récepteur pour voir si j'augmente la concentration au récepteur, je capte mieux. Donc dans ce cas, le ligand doit avoir une concentration fixe. Moi, ici, je l'avais fixé à 50% d'activation. Et 50% d'activation, au niveau des os, ça correspond à un pourcentage d'éthanol-méthanol, par exemple. Okay. Là, ici, les points tous, lorsque je mets le ligand en compétition avec le récepteur, le ligand ici, la concentration, il est fixe. D'accord?
pour voir si le récepteur il est en train de capturer, je monte le récepteur pour voir s'il est en train de capturer mieux donc les ligands ou pas. Si je suis en train de capturer mieux, ça veut dire que la courbe elle descend plus. Si elle descend comme là, donc petit à petit, ça veut dire que le récepteur il capte pas bien le ligand. Ça veut dire que l'affinité entre le ligand et le récepteur à une concentration constante, il n'est pas bonne. Okay? Par conformation, son association peut-être avec les matières organiques ou bien des agrégats, je ne sais pas même. Donc, l'efficacité de liaison de cette molécule avec le récepteur est conditionnée par sa forme, son association peut-être avec la matière, etc. La liaison entre la molécule et le récepteur, elle est déterminante dans ce cas-là que par sa structure chimique. S'il y a une compatibilité entre le récepteur et le ligand, ça compte. Parce que ici, la molécule, on a fait l'extraction. La molécule n'est plus en adhération avec la matrice. Donc seulement, comme je l'ai montré ici, par exemple, ça c'est un article qui a été publié en 2011 sur les pesticides. Ici, vous voyez bien que donc, il y a une complexité de structure. Si les pesticides sont avec des structures complexes, donc certains pesticides sont capables d'activer un tel récepteur et pas d'autres. Donc, c'est juste la compatibilité de la structure chimique avec les récepteurs. S'il est compatible, ça colle. S'il n'est pas compatible, ça colle pas. Okay. Donc c'est tout ça. C'est pour cette raison-là, nous on fait un screening. Donc on a fait un screening de 50 pesticides. Parce que les pesticides n'ont pas les mêmes structures chimiques. D'où viennent les dioxines? Est-ce qu'elles proviennent des matières plastiques, des pesticides? Et comment lutter contre leur existence? Je vous remercie. La dioxine, c'est une substance donc, qui présente une dégradabilité qui est faible, donc, parce que le temps de vie il est de 7 ans. Pour l'élimination de la dioxine, la seule approche possible, c'est qu'il faut être prudent dans nos actes quotidiens, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, d'accord? C'est ça, il n'existe pas un procédé bien déterminé comment je peux éliminer la dioxine, d'accord, de l'environnement. Ça n'existe pas. Ce qui peut-il exister, c'est qu'on procédé à produire un modèle biologique qui est capable de dégrader la dioxine, des micro-algues, des bactéries, des champignons, etc. D'accord? C'est ça, de point de vue, ce qui est possible. J'ai voulu vous demander à que nos textiles viennent dans les stations A, B et C. Elle est plus importante dans les stations A, B et C. Elle n'est pas beaucoup importante dans les industries textiles. Tout simplement parce que au niveau des stations, il y a plusieurs paramètres qui mis en jeu, c'est-à-dire les rejets domestiques, les rejets agricoles, les rejets industriels. Il y a toute une batterie donc, de rejets qui est en train de contaminer une station d'épuration. Par contre, l'industrie textile, c'est une industrie limitée. Donc, de telle façon que la concentration ou bien le danger il est beaucoup plus supérieur au niveau des steppes qu'au niveau d'une industrie textile. Pourtant, les industries textiles utilisent beaucoup la main-d'œuvre féminine. Hein. Donc, je m'attendais à ce que les estrogènes sont beaucoup plus importantes dans l'industrie textile que qu'ailleurs. Oui, mais au niveau d'une station d'épuration, par exemple à Sfax ou bien à Sousse,
La station d'épuration, elle reçoit toutes les rejets domestiques des découvertes. Et aussi, ça montre aussi que les industries textiles ont leur propre station. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que les industries textiles contribuent avec un pourcentage pour la contamination de l'environnement avec ces xénoestrogènes. Oui, oui. D'accord, merci. C'est un marché. Vous avez demandé la... Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante, un travail vraiment original. Et j'ai un complément d'information à propos de la station de Sfax, là où vous avez trouvé une concentration très importante en dioxyde. Je voulais juste rappeler que la station de Sfax, la STEP de Sfax, est située à côté de la décharge publique, là où il y a une incinération sauvage tout le temps. Et c'est l'origine des dioxydes que vous avez retrouvé en grande concentration dans ces eaux-là. Oui, ça c'est vrai. C'est pour cette raison, moi, ils possèdent leur propre station d'épuration pour minimiser donc, la concentration des aérosols ou bien des déchets ou bien des produits chimiques. Ils vont être à leur tour donc, chargés au niveau donc, des steppes municipaux. Okay. Et d'ailleurs, il y a d'autres études qu'on a effectuées, mais peut-être que ce n'est pas dans le cadre d'une journée mondiale de l'environnement. C'est qu'on a testé tous des colorants alimentaires. Nous avons testé carrément des colorants alimentaires et nous avons montré aussi que certains colorants alimentaires possèdent une forte activité estrogénique. Et ça, peut-être, ce qui explique maintenant les maladies cancéreuses, les pathologies, etc., puisque nous sommes dans une société, soi-disant, entre guillemets, civilisée et modernisée. On consomme beaucoup d'enrugis, on consomme beaucoup de glace, on consomme beaucoup de yaourt, là où il y a beaucoup de colorants alimentaires. C'est tout à fait logique, parce que ce sont des micropolluants qui agissent à long terme, ce n'est pas à court terme, mais à faible dose. Et ça s'accumule. C'est le phénomène de bioaccumulation au niveau donc, de l'organisme. Et ça causera après des pathologies qui sont